Franchement, qui aurait cru qu'un simple choix, apparemment banal, vivre seul, pendant un an, puisse déclencher un tel bouleversement? Moi, pas vraiment. Et Claire encore moins. Claire, elle a 43 ans. Elle aime les livres, les longues balades au bord des rivières, le thé au gingembre et surtout la tranquillité. C'est pas une grande gueule, Claire. C'est pas le genre à s'imposer dans une conversation. Elle observe, elle écoute, elle sourit. Une présence discrète, mais toujours agréable. Elle a enseigné le français pendant 18 ans dans un collège près de Bordeaux. Une vie assez linéaire, paisible, jusqu'au jour où tout a basculé. Pas dans un drame spectaculaire, non. Pas un accident, pas une maladie. Juste un vide. Un divorce, tranquille, presque poli. On s'aime plus comme avant. Tu connais la chanson. Pas de cris, pas de casseroles qui voltent. Juste deux êtres qui s'éloignent doucement, comme deux bateaux qui prennent des courantes différentes. Elle est restée sur le quai. Et lui, il a refait sa vie ailleurs, avec une autre. Claire, elle s'est retrouvée seule dans une grande maison qui résonnait. Alors, elle a tout quitté. Le lycée, les collègues, les habitudes. Elle a vendu la maison, pris un petit 2 pièces dans une ville moyenne, entre Poitiers et Limoges. Pas par hasard. Je veux être entre deux choses, qu'elle disait. Ni trop près, ni trop loin. C'est tout clair, ça. Et là, elle a eu une idée. Je vais passer un an seul, sans obligation, sans rendez-vous, sans réseau social, sans famille sur le dos. Une sorte de retraite intérieure. Presque un défi personnel. Se retrouver, se recentrer, une pause. Tu vois, au début, ça paraissait même courageux, moderne presque. On est dans une époque où on prône le temps pour soi. La déconnexion, le lâcher-prise. Et Claire, elle s'est dit, pourquoi pas moi? Alors elle s'est installée. Un petit appartement au dernier étage d'un immeuble sans ascenseur. Calme, lumineux, avec une vue sur les toits et les cheminées en zinc. Elle a acheté une bouilloire neuve, un tapis de yoga, des plantes d'intérieur. Elle a rangé sa carte vitale dans une boîte, supprimé les applis de messagerie et commencé ce qu'elle appelait son année blanche. Elle sortait faire ses courses au marché 2 fois par semaine. Boulangerie le mercredi. Petit café au comptoir quand elle osait. Elle avait ses rituels, des horaires, des listes. Et au début, franchement, ça allait. Pas de réveil, pas de collègues stressants, pas d'élèves insolents. Juste le silence, le vrai, celui qui apaise. Mais moi, je me demande, c'est quand que le silence devient trop fort? C'est à quel moment qu'on ne l'entend plus mais qu'il nous grignote? Et vous, vous avez déjà ressenti ça? Une solitude choisie qui devient une prison invisible? Restez avec moi, la suite va vous surprendre. Au début, c'était paisible, presque doux, même. Claire, elle se réveillait quand elle voulait. Souvent vers 8 heures, sans alarme. Juste le soleil qui glissait doucement sur le parquet, entre les lames des volets à moitié fermées. Elle ouvrait les fenêtres, préparait son thé, respirait l'air du matin. Ce silence-là, elle l'aimait. Elle avait installé une routine très précise. Pas rigide, mais confortable, lundi, lascive et yoga. Mardi, balade autour du plan d'eau. Mercredi, boulangerie, toujours une tradition. Jeudi, grand ménage. Vendredi, relecture de vieux livres qu'elle adorait. Et le week-end? Le week-end, elle ne sortait pas. Ma bulle sacrée, comme elle l'appelait, elle lisait beaucoup, des classiques français, du Duras, du Camus, mais aussi des romans contemporains qu'elle piochait à la médiathèque municipale quand elle se sentait sociable. Elle écrivait dans un carnet chaque jour un petit mot, une pensée. Aujourd'hui, j'ai vu un rouge-gorge sur le rebord de la fenêtre, ce genre de truc. Une forme de journal de bord intime, presque méditatif. Et puis, soyons honnêtes, vivre seul, ça a ses avantages. Pas de vaisselle qui s'empile à cause de quelqu'un d'autre. Pas de compromis sur le dîner. Tu veux manger une tartine de fromage à 15 heures en chaussettes? Tu le fais. Et ça, Claire, elle adorait. Elle ne se sentait pas triste, juste libre,
Mais au fil des semaines, quelque chose a changé. Pas brutalement, pas comme un orage, non, plus comme un brouillard. Léger d'abord, puis de plus en plus épais, elle a commencé à remarquer des petits trucs. Déjà, elle ne recevait plus de messages. Bon, elle avait prévenu ses proches qu'elle voulait prendre du recul. Mais au bout de 2 mois, plus personne n'écrivait. Même sa sœur ne lui envoyait plus de photos de ses enfants. Et elle ne répondait pas, évidemment. Je me ressource, qu'elle disait. Pourtant, un soir, en allumant son téléphone pour vérifier la météo, elle a vu 0 notif. 0. Et là, elle a eu un drôle de pincement. Tu sais que ce petit moment où tu réalises que t'es plus en pause, mais juste effacé. Elle a continué sa routine, mais avec moins d'élan, moins de plaisir. Un jour, elle s'est surprise à parler toute seule. Pas juste un mot en passant. Non, une vraie conversation. Bon, Claire, tu ranges d'abord la cuisine ou la salle de bain? Et elle a répondu à voix haute. Sur le coup, elle a rigolé. Elle s'est dit, je deviens folle. Mais sur le ton de la blague, hein, comme on le dit tous parfois. Sauf que ça a continué. Et puis, il y a eu ce moment, anodin, mais révélateur. Elle a éclaté de rire devant son miroir, sans raison. Un vrai rire nerveux, un peu trop fort. Et juste après le vide, d'un coup. Comme si elle s'était rendue compte qu'elle était seule. Vraiment seule. Ça lui a fait froid dans le dos. Mais elle n'a rien dit, à personne. Parce qu'à ce moment-là, elle ne pensait pas que c'était grave. Juste un passage à vide, une baisse de morale. Novembre approchait, il faisait gris. C'est la saison, tu vois. Mais parfois, je me dis à partir de quand ça devient un symptôme. Est-ce que ce qu'on s'en rend compte quand ça commence à déraper doucement? Ou est-ce qu'on s'en aperçoit seulement quand il est trop tard? Vous en pensez quoi? Vous l'auriez vu venir, vous? Restez là. Parce que la suite, franchement, personne ne s'y attend. Il y a un truc avec les débuts de dérive, c'est qu'ils sont flous. Vraiment flous. C'est pas comme un os cassé ou une fièvre à 40. Non. Là, c'est insidieux. Ça se glisse doucement dans la routine, ça se faufile dans les petits gestes, ça s'invite dans le quotidien sans même frapper à la porte. Claire, elle a commencé à perdre la notion du temps. Un matin, elle a mis ses chaussures pour aller au marché, sauf qu'on était lundi. Le marché, c'est mardi et samedi. Elle le savait pourtant, mais bon. Elle a haussé les épaules, elle s'est dit, ah, je confonds, c'est le changement d'heure. Sauf que le lendemain, même scène. Et le surlendemain, elle croyait qu'on était jeudi alors qu'on était dimanche. Pas de marché, pas de boulangerie, pas de repère. Elle a commencé à noter les jours sur un post-it collé sur le frigo. Et un matin, elle a oublié de le changer. C'est là que ça a commencé à la troubler. Mais bon, elle n'a rien dit. À qui, de toute façon? Elle ne parlait plus à personne. Même la voisine du dessous, elle ne la croisait plus. Pas parce qu'elle l'évitait, juste parce qu'elle ne sortait presque plus. Une fois par semaine pour les courses, et encore. Elle commandait beaucoup en ligne, même les trucs de base. Les packs d'eau, les rouleaux de papier, le lait tout livré. Plus simple, plus rapide, mais moins humain. Et puis, il y a eu les oublis. Elle posait ses lunettes, ne savait plus où. Elle cherchait son téléphone alors qu'il était dans sa main. Classique, tu me diras. Mais un jour, elle a oublié d'éteindre le four. Et le lendemain, elle a oublié qu'elle avait déjà mangé. Ça l'a secouée. Elle s'est fait une assiette de pâtes à midi, comme souvent. Puis, vers 15 heures, elle a eu une fringale, elle a toute refaite. Mais au moment de ranger, elle a vu la casserole encore sale dans l'évier, avec une fourchette. Et là, elle a compris, elle avait mangé 2 fois sans s'en rendre compte. Elle a paniqué? Non, elle a minimisé. C'est le stress, ou l'âge, ou l'ennui. Ça arrive à tout le monde. Et elle a repris sa journée comme si de rien n'était. Mais ça l'a poursuivie, comme une ombre. Elle a commencé à noter ce qu'elle mangeait, ce qu'elle faisait. Déjeuner, salade plus pain, 13h12. Elle a écrit l'heure ce jour-là, comme si elle voulait prouver quelque chose. Mais à qui? À elle-même, probablement. Elle se sentait de plus en plus décalée.
Un jour, elle a mis la radio, pour le bruit, juste pour entendre des voix. France Inter, à faible volume. Et elle s'est rendue compte qu'elle la laissait tourner toute la journée, même la nuit parfois, comme un fond sonore, comme pour ne pas sombrer dans le silence absolu. Tu vois, c'est là que j'ai compris, en lisant son journal après coup, que le vrai problème, c'était pas la solitude. C'était l'absence de lien. Parce que la solitude, on peut la choisir, l'aimer, la vivre bien. Mais l'isolement, ça, c'est autre chose. C'est quand plus rien ne vous relie. Ni une voix, ni un message, ni une main sur l'épaule. Et c'est ça qui l'usait, lentement. Pas un grand fracas, non. Une érosion douce. Un matin, elle a écrit dans son carnet: j'ai l'impression que je deviens flou. Et cette phrase-là, moi, elle m'a brisé le cœur. Vous, ça vous est déjà arrivé. Ce sentiment d'être là, mais plus vraiment présent. De glisser doucement sans même que personne ne s'en rende compte. Restez bien avec moi. Parce que ce qui arrive après, ça devient vraiment étrange. Et franchement, personne n'aurait pu prévoir ça. C'est arrivé un soir de février. Un soir ordinaire, a priori. Il faisait froid, il pleuvait et le vent tapait doucement contre les vitres. Claire s'était fait une soupe maison poire aux pommes de terre. Elle avait mis un pull trop grand, allumé une bougie à la vanille et s'était installée sur son canapé, avec un vieux roman qu'elle n'arrivait pas à terminer. La journée avait été longue, comme toutes les autres à ce moment-là. Le genre de journée qui traîne, qui pèse, ou même faire sa vaisselle semble demander un effort surhumain. Et puis, vers 22 heures, elle a entendu un bruit, un clic, puis un grincement, quelque part dans l'appartement. Elle s'est figée. Au début, elle s'est dit que c'était sûrement les canalisations ou le bois du parquet qui travaille. Tu sais, ces bruits qu'on entend toujours plus fort quand on est seul. Mais quelques minutes plus tard, elle a entendu des pas, lentes, juste au-dessus d'elle. Le problème, c'est qu'elle vivait au dernier étage. Elle a coupé la radio, elle a écouté, et elle a entendu un chuchotement, court, étouffé. Comme si quelqu'un murmurait dans la pièce d'à côté. Elle a pris une grande inspiration, s'est levée, a vérifié toutes les pièces. Rien, tout était en ordre. Mais son cœur, lui, battait à 100 à l'heure. Elle a vérifié la porte d'entrée, fermée à double tour. Les fenêtres aussi, aucun signe d'intrusion. Alors elle est revenue s'asseoir, elle a rallumé la radio et elle a essayé d'oublier. Mais cette nuit-là, elle n'a pas fermé l'œil. Et les jours suivants, ça s'est reproduit. Des bruits de pas, des voix indistinctes, des murmures. Parfois même, elle croyait entendre quelqu'un l'appeler par son prénom. Claire. Elle a vérifié 1000 fois. Il n'y avait personne. Et pourtant, elle sentait une présence. Elle en était persuadée. Elle a même commencé à laisser la lumière allumée dans le couloir, juste au cas où. Une petite veilleuse, comme pour rassurer un enfant. Un soir, elle a dormi avec ses chaussures aux pieds, au cas où elle doit fuir. Et c'est là que tout a basculé, parce que ce n'était plus seulement des sons. Un matin, en sortant de la salle de bain, elle a cru voir quelqu'un passer dans le couloir. Une ombre, rapide, floue. Elle a sursauté, crié. Elle a tout fouillé. Encore une fois. Personne. Mais cette fois, elle n'a pas réussi à se convaincre que c'était son imagination. Elle a commencé à douter d'elle-même, vraiment. Elle a arrêté de lire, arrêté d'écrire dans son carnet. Elle avait peur de ce qu'elle pourrait y noter. Elle avait honte aussi, parce que tu vois, dans notre société, on n'en parle pas de ça. Des hallucinations, des choses qu'on voit ou qu'on entend alors qu'elles ne sont pas là. On parle de burn-out, de fatigue, de stress, oui. Mais entendre des voix, voir des ombres, non. Là, on change de catégorie. Elle se disait: « Je suis en train de devenir folle. » Et ça l'a isolée encore plus. Honnêtement, vous auriez fait quoi à sa place? Vous en auriez parlé? Vous auriez osé? Moi, j'avoue, je sais pas. C'est le genre de truc qui fait peur rien que d'y penser. Pourtant, ce n'était que le début.
Ce qui allait suivre allait remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir sur elle-même, sur son corps, sur son esprit. Restez avec moi parce que le diagnostic, vous n'allez jamais le deviner. Claire n'en parlait à personne, parce qu'il ne savait personne. Et même si quelqu'un l'avait appelée, elle aurait probablement dit que tout allait bien. Enfin, bien, c'est un grand mot. Disons qu'elle aurait arrondi les angles. Mais la vérité, c'est qu'elle tenait debout par habitude. Elle dormait mal. Elle ne mangeait plus vraiment. Elle grignotait à des heures absurdes, passait des journées entières sans mettre un pied dehors. Même ses plantes commençaient à faire la tête. Et ça, c'était un signe. Parce que Claire, elle aimait ses plantes. Elle leur parlait même, avant. Elle s'était résignée à vivre avec ses angoisses, ses voix, ses ombres. Comme si c'était devenu normal. Comme si son appartement était hanté, non pas par un fantôme, mais par sa propre solitude. Et puis un jour, elle est sortie, juste pour acheter du pain. Elle s'est traînée jusqu'à la boulangerie, en bas de la rue. Une toute petite boutique tenue par une dame du coin, un peu bavarde, avec toujours une écharpe colorée autour du cou. Claire n'avait plus mis les pieds de là depuis des semaines. Elle arrive au comptoir, demande une baguette tradition. Elle a, sans prévenir, ses mains tremblantes, une bouffée de chaleur. Elle sent son cœur battre dans ses tempes. Sa vision se brouille et elle fond en larmes. Là, devant la boulangère, entre les chouquettes et les pinces au chocolat, un vrai effondrement. La dame, elle ne dit rien. Elle ne panique pas. Elle pose doucement la baguette dans un sac en papier, fait le tour du comptoir et vient poser une main sur l'épaule de Claire. « Attendez, restez là un instant. » Elle lui sert un verre d'eau, puis, sans poser trop de questions, elle glisse un petit papier dans sa poche. Un nom, un numéro, juste au cas où. Il est gentil, vous verrez. Claire rentre chez elle en silence. Elle ne lit même pas le mot tout de suite. Elle le jette sur la table, comme un rappel gênant de ce qu'elle vient de vivre. Elle passe le reste de la journée à errer d'une pièce à l'autre comme un fantôme dans sa propre vie. Elle essaie de lire. Elle n'y arrive pas. Elle essaie de dormir. Rien à faire. Et le soir venu, elle allume la lumière dans chaque pièce, comme pour chasser l'ombre dans sa tête. Et puis, à 2 heures du matin, incapable de fermer l'œil, elle retourne voir le petit papier. Le nom est écrit à la main, un peu penché. Dr. F. Morrow, psychologue clinicien, consultation sur rendez-vous. Elle hésite. Elle ouvre son ordi, tape son nom sur Doctolib et il reste un créneau, vendredi 9h15. Elle clique, puis ferme l'onglet, puis elle le rouvre, puis elle annule. Trop tôt, je vais mieux, ça va passer. Mais la nuit suivante, elle se réveille en sursaut, trempée. Elle a entendu quelqu'un crier dans son salon. Mais quand elle allume rien, absolument rien, c'est là qu'elle se rend compte. Elle a fermé toutes les portes, même celle du salon. C'est impossible que quelqu'un ait crié là-dedans. Et pourtant, elle l'a entendu. Le lendemain, elle reclique, prend le rendez-vous. Et cette fois, elle ne l'annule pas. Et vous, à sa place, vous auriez attendu aussi longtemps ou vous auriez réagi plus tôt? Parce que franchement, elle a bien failli ne jamais y aller. Et sans cette consultation, elle ne serait probablement pas là pour en parler aujourd'hui. Attendez de voir ce que le psy lui a dit. Vous n'êtes pas prêt. Le jour du rendez-vous, Claire est arrivée en avance. 25 minutes trop tôt. Elle a fait les 100 pas devant le cabinet, puis s'est assise sur un banc un peu rouillé, sous un arbre qui perdait ses feuilles en silence. Elle se répétait dans sa tête, « C'est juste une conversation. C'est pas un tribunal. Il ne va pas me juger. » Mais son ventre était noué comme un drap mouillé. Et ses mains moites trahissaient tout ce qu'elle n'arrivait pas à dire. Le cabinet était au 2e étage d'un immeuble ancien. Une porte verte, une plaque discrète. Dr. F. Morrow, psychologue clinicien sur rendez-vous. Claire a attendu jusqu'à 9h13. Elle a sonné à 9h14. Une voix douce dans l'interphone. « Oui, entrez. » Elle laisse monter lentement, comme si chaque marche lui demandait un effort surhumain. Et là, elle l'a vu. Le docteur Morrow, pas très grand, la cinquantaine, lunettes rondes, chemise blanche un peu froissée. Il n'avait rien d'intimidant, pas un mot de trop. Juste un regard calme et ce petit hochement de tête qui disait «
Vous pouvez respirer, ici. » Elles se sont installées, fauteuils en face à face, pas de bureau entre eux, pas de dossier à remplir. Juste une boîte de mouchoirs, une pendule silencieuse, et un silence qu'il n'a pas cherché à briser tout de suite. C'est Claire qui a parlé la première. Elle a dit « Je suis fatiguée », puis après une pause, « Je crois que je deviens folle. » Et elle s'est mise à parler de tout. Du silence qui hurle, de la sensation d'être observée, de la voix dans le salon, des nuits blanches, des pensées sombres. Elle n'avait jamais dit tout ça à voix haute. Et pourtant, ça sortait d'elle comme un trop-plein. Moreau l'a écouté sans l'interrompre. Il prenait quelques notes parfois, mais surtout, il l'écoutait vraiment. Et ça, Claire ne l'avait pas vécu depuis longtemps. Elle a même dit cette phrase. À mi-voix, « Je ne savais pas que parler pouvait faire autant de bien. » Puis le psy a posé sa voix, posément. « Claire, ce que vous vivez, ce n'est pas de la folie. C'est un épuisement psychique profond, causé par un isolement extrême. » Il a parlé d'anxiété sociale amplifiée par le retrait, d'hallucinations auditives non psychotiques, de dépersonnalisation. Il a aussi dit un mot qu'elle n'avait jamais entendu avant, mais qui sonnait juste. Privation sensorielle prolongée. Claire a plissé les yeux. Comme dans une cellule? Il a répondu. Exactement. Le cerveau a besoin de liens, de mouvements, de stimuli. Sinon, il se replie. Il dérègle sa propre perception du réel. Et là, elle a compris. Elle ne s'était pas seulement coupée du monde, elle s'était coupée d'elle-même. Mais le plus dur, c'est que ce n'était que le début. Parce que sortir de cette bulle, c'est pas comme appuyer sur un interrupteur. C'est comme remonter lentement d'un train très long apnée. Et parfois, on manque encore d'air, même une fois à la surface. La première fois que Claire est ressortie du cabinet du Dr. Moreau, elle a pleuré dans la cage d'escalier. Pas des sanglots bruyants, non. Juste ce genre de larmes silencieuses qui coulent toutes seules, sans prévenir. Des larmes de fatigue, de soulagement, de honte aussi. Parce qu'elle s'était toujours crue forte. Et là, elle découvrait qu'elle était juste humaine. Elle est rentrée chez elle à pied, lentement. Elle regardait les vitrines, les arbres, les gens qui passaient. Et pour la première fois depuis des mois, elle les voyait vraiment. Le monde n'était plus flou. Il était là, palpable. Mais elle se sentait comme une étrangère dans sa propre vie. Les jours suivants ont été étranges. Elle alternait entre des moments de clarté où elle se disait « Ça va aller, je vais m'en sortir », et d'autres où tout redevenait gris, où l'envie de rester au lit toute la journée reprenait le dessus, où même aller chercher du pain semblait une épreuve. Le docteur Moreau lui avait conseillé de réintroduire la réalité petit à petit, pas tout d'un coup. Alors elle s'est donné des petits défis. Parler à la caissière, même juste pour dire bonjour. Appeler sa sœur, une fois par semaine, pas plus. Regarder les infos, 10 minutes, pas plus. Sortir sans but, juste marcher, croiser des visages, et surtout écrire. Elle lui avait dit, quand on n'arrive plus à penser clairement, écrire aide à ranger le chaos. Alors Claire a commencé un carnet, chaque matin, un mot, puis deux, puis une page entière. Elle écrivait ses peurs, ses rêves, les sensations dans son corps, les absences, les petites victoires aussi. Un jour, elle a noté « Aujourd'hui, j'ai ri, vraiment ri, ça faisait longtemps, mais la solitude, elle restait là, tapie, moins brutale, moins envahissante, mais toujours présente, comme un vieux manteau qu'on n'arrive pas à jeter même quand il gratte. Parce que le cerveau, tu sais, il s'habitue à tout, même au vide, même au silence. Et revenir à la vie, c'est comme réapprendre à marcher dans une rue bruyante après un an dans une grotte. Ça fait du bien. Et en même temps, ça fait mal. Un jour, Claire a franchi un cap. Elle s'est inscrite à un atelier de lecture à voix haute à la médiathèque municipale. Petite salle. Une dizaine de personnes. Pas de pression. Quand elle a lu ses premières lignes, sa voix tremblait. Mais elle a continué. Et à la fin, une vieille dame lui a dit « Votre voix est belle. » On dirait qu'elle revient de loin. Claire a souri. C'était vrai. La remontée avait commencé, mais elle le savait déjà.
Ce genre de chute, ça ne se règle pas en 2 séances. Ce genre de solitude, ça laisse des traces, invisibles, mais profondes. Les mois ont passé et Claire, elle, reprenait vie, pas à pas, comme une plante qu'on aurait trop longtemps oubliée dans un coin d'ombre et qu'on remettrait doucement à la lumière. Elle n'était plus dans le gouffre, non. Mais elle portait en elle quelque chose de nouveau, un genre de fragilité lucide, comme si son cœur avait vieilli en accéléré. Ce qu'elle avait vécu, c'était pas juste un moment difficile. C'était une expérience limitée, un point de rupture. Et même si, de l'extérieur, tout semblait aller mieux, les courses, les appels, les rendez-vous, les petits rires, il y avait des choses qui ne reviendraient jamais tout à fait comme avant. Par exemple, elle ne supportait plus le silence complet. Il lui fallait toujours un bruit de fond. La radio, une fenêtre ouverte, le tic-tac d'une pendule. Elle faisait encore des cauchemars, pas des monstres ni des fantômes, juste des pièces vides, des murs gris et cette sensation d'étouffer. Elle avait du mal à se projeter, faire des plans, des projets, même un mois à l'avance, trop flous, trop risqués, et parfois, dans des moments inattendus, en rangeant un tiroir, en entendant une vieille chanson, une vague de tristesse la prenait sans prévenir. Une nostalgie étrange, pas celle d'un bon souvenir, non. Celle d'un vide qu'on a trop bien connu. Mais elle avait aussi appris quelque chose de précieux. Quelque chose que la plupart des gens mettent une vie entière à comprendre. La solitude, ce n'est pas juste être seul. C'est perdre le fil. Le fil qui te relie au monde, aux autres, à toi-même. Et reconstruire ce fil, c'est lent, c'est fragile. Mais c'est possible. Un jour, elle a dit ça à son psy. Je crois que je suis encore un peu cassé. Et il lui a répondu, on ne revient pas indemne d'un naufrage, Claire. Mais on peut apprendre à marcher avec les cicatrices. Et parfois, elles deviennent même notre force. Elle a noté cette phrase dans son carnet. Elle l'a relue souvent. Elle n'était plus la Claire d'avant. Mais elle était encore là. Et ça, c'était déjà énorme. Un an après cette année d'isolement, jour pour jour, Claire s'est assise dans le petit parc qu'en bas de chez elle. Un banc en bois un peu bancal sous un marronnière. Elle y allait souvent, mais ce jour-là avait un goût particulier. Un goût de fin de chapitre. Elle a regardé autour d'elle. Les enfants qui jouaient, les couples qui marchaient, les vieux qui parlaient du temps qu'ils faisaient. Tout semblait tellement vivant, tellement léger. Et pourtant, Claire portait en elle le poids de 1000 silences. Elle n'a jamais vraiment raconté à ses proches ce qu'elle avait traversé. Pas parce qu'elle en avait honte, mais parce qu'il est très difficile d'expliquer ce qu'on ressent quand on s'efface lentement de sa propre vie. Parce que l'isolement, ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas bruyant, c'est lent, c'est sournois. Ça s'installe sans prévenir. Et le pire, c'est qu'on s'y habitue. Aujourd'hui, Claire ne cherche plus à aller bien à tout prix. Elle a compris que la santé mentale, c'est pas un état figé. C'est un équilibre mouvant, un truc qu'on entretient comme une plante fragile, un jour après l'autre. Elle a gardé certains rituels. Écrire chaque matin, marcher sans but. Dire bonjour même quand elle n'en a pas envie. Se souvenir que demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse. C'est une preuve de courage. Elle a continué à vivre seule, mais plus comme avant. Maintenant, elle habite sa solitude. Elle l'apprivoise, elle lui parle, et parfois, elle l'oublie même. Elle a repris goût aux choses simples. Une tasse de thé chaud, un livre au soleil, une conversation qui dure un peu trop longtemps. Elle n'a pas tout réglé, mais elle avance, et chaque jour est une petite victoire. Et toi, si tu lis ça, si tu ressens parfois ce vide, ce flou, cette fatigue de l'âme, sache une chose, tu n'es pas seul, même quand tu en as l'impression, même quand tout paraît silencieux. Il y a des mains tendues, des regards bienveillants, des chemins de sortie. Parfois, il suffit d'un mot, d'un pas, d'un rendez-vous, d'un « je crois que j'ai besoin d'aide ». Claire, elle a mis du temps à le dire, mais elle l'a dit. Et c'est ce jour-là que sa vie a recommencé.